ce qui m'inquiète le plus pour l'avenir, c'est ce qui ne permet pas la vie des plantes, des animaux et même des humains, puisque en fait, dans le développement que nous vivons, il y a une disqualification des milieux de vie, une perte de qualité de l'air, de l'eau et de tout ce qui finalement constitue la base de vie pour nous. Nous qui sommes parmi les animaux, nous sommes un animal, nous sommes en dernière étape d'une chaîne de prédation et nous dépendons de tous les autres êtres vivants. Donc, les paysages d'aujourd'hui sont la trace de quelque chose qui est ce que j'appelle une illusion de la maîtrise, où on voit des villes gigantesques se développer avec des architectures incroyables, fantastiques, qui occupent un terrain parfois démesuré. Il y a des villes qui s'étendent, c'est-à-dire qui viennent sur des lieux où l'on pourrait cultiver, produire des substances vivrières. On ne le fait pas, on construit parce qu'il y a une spéculation immobilière énorme partout dans le monde du fait de l'accroissement de la population. Donc ça se voit de loin parfois. Quand on approche une ville, on voit bien quelle est son illusion de la maîtrise, quel est euh, son, son impact dans le paysage. Quelquefois, c'est beaucoup plus discret, c'est intégré, c'est-à-dire que la hauteur des bâtiments, les matériaux utilisés, les couleurs, etc., sont relativement harmonisés avec le paysage. Et là, on se rend compte que probablement il y a une manière de vivre qui est moins prétentieuse. Mais aujourd'hui, on assiste non seulement à une transformation des paysages urbains, mais une transformation des paysages ruraux, non urbains donc, avec les forêts, les cultures et l'élevage. Depuis le début disons, début, c'est pas le mot, mais de 1940, du siècle passé, la moitié du siècle passé, il y a eu ce que j'appelle l'inversion du paysage dans l'espace rural, c'est-à-dire l'abandon des pentes, des lieux qui sont difficiles d'accès pour les machines, mais où autrefois il y avait des paysans qui venaient à pied avec les animaux, des chèvres, des moutons, des vaches. Et donc, il y avait très peu d'arbres, mais il y avait quand même de quoi pâturer, manger pour ces animaux. Les machines ne vont pas là parce qu'elles ne pourraient pas marcher là-dedans, donc ça a été abandonné. Ces lieux sont devenus des forêts spontanées, sauvages, pas forcément faciles à exploiter par les forestiers, donc très diversifiées en arbres. Ça, c'est le côté positif de l'inversion du paysage et de l'arrivée des machines et aussi des produits chimiques, parce que, bon, il y a le côté négatif. Hein. Et le côté négatif, il est sur les terrains commodes, c'est-à-dire là où c'est presque plat, où les machines peuvent aller, où on a ouvert le paysage, ça s'appelle le remembrement, détruit les haies et détruit un nombre considérable d'écosystèmes, et le pire étant l'action chimique. Et là, vraiment, c'est un désastre planétaire. Donc, il y a un petit côté positif, c'est le boisement, la masse boisée dans les pentes, dans les lieux difficiles, et un grand côté négatif, qui est dans l'exploitation industrielle de l'espace rural. Tout ça pour satisfaire les lobbies de l'agro-industrie, qui sont véritablement les machines les plus dangereuses au monde aujourd'hui.
Donc, ça se lit dans un paysage. Moi, ce que j'ai trouvé d'assez rare et remarquable en Italie, justement, c'est une certaine diversité de paysages qui, maintenus dans un équilibre, ombre, lumière, zone facile à cultiver ou pas, etc., vraiment plutôt simple, plutôt heureux. Il y a quelques zones comme autour du Pau où là c'est tout plat et où l'industrie y va à fond, mais pas partout. Et heureusement, l'Italie est un pays qui a beaucoup de relief. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de facilité pour des machines industrielles dévastatrices. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui encore dans cet archipel, dans la botte, en Italie, euh, à la fois une diversité de paysages, une échelle d'action, disons, relativement non destructrice, et associée à ça, une production vivrière diversifiée. Ce qui fait qu'on trouve encore aujourd'hui une diversité à table pour manger. Du nord au sud, on ne mange pas la même chose. C'est très intéressant. Et ça, c'est vraiment un trésor. Et je ne suis pas sûr que les Italiens soient conscients de ça. Parce que ce trésor qu'on a sur la table, qui est dans l'art de vivre, il va avec un trésor biologique, qui est celui qui est maintenu dans l'espace à travers la diversité des plantes et celle des animaux, donc des insectes et tout. Hein. Et donc on doit lier et comprendre que tout est lié. C'est peut-être qu'il y a évidemment, je sais, il y a d'autres pays qui ont ce bénéfice là, mais ils sont de moins en moins nombreux sur la planète à cause de la mainmise de l'industrie, de quelques lobbies qui se croient voilà, tout puissants. On les a laissés faire et c'est une erreur. Le terzo paesaggio, c'est ça comme ça qu'on l'appelle. Je l'avais appelé non pas le troisième paysage, mais le tiers paysage pour une référence à un texte qui a été écrit par un révolutionnaire, l'abbé Sieyès, au moment de la Révolution française, qui parlait du tiers-état. Le tiers-état, c'était les humains, disons la majorité, grande majorité, très diversifiés, mais pauvres. Et il disait, qu'est-ce que le tiers-état? Ben, c'est tout le monde. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Ben, pas grand-chose, il n'avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Il demande à être reconnu. Et moi, j'analyse, disons, la diversité non humaine comme étant un trésor. Je dis, cette diversité, peut-être qu'elle n'aspire pas elle-même à devenir quelque chose, mais nous devons considérer qu'elle est un trésor et la regarder autrement que comme quelque chose qui n'a pas d'importance sous le prétexte qu'on ne s'en occupe pas. C'est pas parce qu'on s'en occupe pas que ça n'a pas d'importance. En réalité, les espaces de tiers paysage, qui sont les espaces d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs, sont des espaces qui accueillent aussi les auxiliaires du jardinier, c'est-à-dire de nous humains, les êtres qui nous aident, nous, sans que nous le sachions. Nous ne savons pas que nous avons des assistants des aides, qui sont des insectes, des oiseaux, toutes sortes d'animaux, de micro-organismes, de champignons. Nous ne devons pas les tuer. Mais pour arriver à les accepter, il faut laisser de la place pour eux. Et dans les espaces d'aménagement, moi, je conseille toujours, aujourd'hui, depuis déjà pas mal d'années, que l'on garde un espace important pour ces êtres-là, donc pour le tiers paysage, des lieux où on ne fait rien. Alors cet enseignement a disparu petit à petit, depuis maintenant une quarantaine, une cinquantaine d'années, l'enseignement sur le vivant, c'est-à-dire sur les espèces du vivant non humain qui maintiennent un équilibre, pour des raisons qui sont liées à cette illusion de la maîtrise par les machines et la chimie. Ça, moi, je suis un étudiant, enfin un ancien étudiant
des années 1967, 8, 9, l'époque où justement on expliquait comment on allait maîtriser tout. Et à partir du moment où on a commencé à faire ces pratiques-là, connaître la nature n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc, on a diminué les heures d'enseignement destinées à la connaissance des végétaux, des insectes, des oiseaux, de tout, de tout. Et ça, c'est dramatique, parce que, évidemment, on maintient les jeunes dans une situation d'ignorance terrible. Ça recommence heureusement à changer. Et c'est pour ça que je m'appelle jardinier. C'est parce que je mets les mains dans la terre. C'est très important. Mais c'est aussi parce que je peux faire des paysages. Un jardinier peut faire paysage. Un paysagiste, il n'est pas obligé. Il peut faire du paysage avec du béton, avec du bois, avec du fer, avec il y a des paysages partout et ils sont quelquefois minéraux, voilà. Mais un jardinier, non. Un jardinier, il travaille d'abord avec le vivant. Donc ça, c'est très important. Le jardin planétaire, c'est le constat du fait que nous sommes tous dans le même bain, tous les humains, dans une espèce de couche qui est aquatique, qui s'appelle la biosphère, où l'eau existe avec les océans, mais aussi avec l'eau dans l'air. Sans cette eau, il n'y a pas de vie. Et la vie, effectivement, n'est pas en dessous du niveau du fond, en dessous du fond de la mer, ni au-dessus de la troposphère. Il n'y en a pas. Donc on sait bien qu'elle est là. Donc ça, c'est, disons, la première définition du mot jardin, qui est l'enclos. Nous sommes tous dans un enclos qui est celui de la biosphère. La deuxième raison, c'est le brassage planétaire. Quand on se promène sur la planète, c'est exactement comme quand on se promène dans un petit enclos, un petit jardin. Il y a des espèces qui viennent du monde entier et qui se sont mis ensemble par opportunisme biologique, quelle que soit leur origine géographique. Déclarer qu'une plante n'a pas le droit d'être là parce qu'elle est originaire d'ailleurs, c'est complètement stupide. Les voyages des plantes et des animaux ont toujours existé. Donc le brassage planétaire existe à toutes les échelles, mais elle commence pour nous humains dans le jardin, c'est nous qui l'avons accéléré. Car la première fois qu'il y a eu une sédentarisation, on a fabriqué le petit enclos et on est allé chercher des plantes que l'on connaissait le long de la pérégrination, que l'on ramassait, mais on l'a apporté, on l'a planté. C'est une importation. Cette importation, elle a été multipliée avec les moyens techniques. On est allé chercher des plantes et des animaux venant de plus en plus loin. Les pomodores, non? Ça ne vient pas de chez nous, hein? Du tout, du tout, du tout. Ça vient de l'autre côté de l'océan. Elle fait des kilomètres quand même, hein? Les pommes de terre aussi. Donc, tout ça, c'est le jardin et la traduction même du brassage planétaire accéléré par les humains, mais qui est en réalité une fonction sur l'échelle de la totalité de la planète et depuis toujours. Et la troisième raison, c'est la couverture anthropique, c'est-à-dire que l'homme est partout. Et le jardinier est partout sur la planète, et le jardinier, lui, il est aussi un peu partout sur son petit jardin. Alors, quelquefois, il y a des endroits dont il ne s'occupe pas, parce qu'il n'y met pas les pieds, parce que c'est bon, mais il sait ce qui s'y passe quand même. Et c'est la même chose pour tous les humains sur la planète. Il y a des territoires où on ne va pas tellement, parce que ce n'est pas commode, mais en fait, on sait quand même ce qui s'y passe. Donc, on est dans cette situation-là. Et pour ces trois raisons, j'ai dit, bon, bah alors, la planète est un jardin. Mais si on dit ça, immédiatement, on nomme tous les passagers de la Terre, tous les habitants, comme étant des jardiniers. Ils sont tous jardiniers. Ils ne le savent pas, hein, mais ils le sont. Et il y en a quelques-uns qui sont des bons jardiniers, d'autres non. Pour le paysage du futur, j'espère que l'on va retrouver, nous humains, une certaine autonomie de pensée et d'action. Ça suppose pour ça d'accroître
la connaissance sur le vivant, pour savoir comment dialoguer avec ce vivant, comment non-humain, les plantes, les animaux, les micro-organismes, les champignons, comment vivre sans détruire. Et à partir de ce moment-là, on pourra espérer quelque chose de complètement différent. Il faut abandonner l'illusion de la maîtrise, accepter une certaine humilité et savoir qu'on a beaucoup de choses à découvrir encore aujourd'hui sur la complexité du vivant. On découvre tout le temps des choses extraordinaires. Les plantes et les animaux savent beaucoup plus de choses que nous. Mais nous ignorons ça. Il faudrait que nous apprenions à dialoguer avec ces êtres-là.